suis ravi de vous retrouver ici sur le plateau de la Web TV du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Et on va parler de transition et souveraineté énergétique. Autour de la table, pour en parler, on accueille Alain Rousset. Bonjour Monsieur Rousset, vous êtes le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Florence Mouret, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice client territoire sud-ouest chez GRDF, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Bonjour. Et Bernard Lair, vous êtes président de la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Julien. Donc, vous l'avez compris, on va parler transition et souveraineté énergétique. Allez, Monsieur Rousset, on va faire un peu de géopolitique. Aujourd'hui, je crois que la souveraineté énergétique, c'est essentiel. Au niveau politique, c'est essentiel puisqu'on le voit, les tensions dans le monde, etc. On recherche cette souveraineté énergétique. Oui, alors, en fait, il y a de multiples problèmes ou de défis. Un, il faut qu'on accélère notre électrification. Il faut qu'on accélère l'ensemble des énergies renouvelables, y compris le gaz vert, Madame la directrice. C'est pour ça que la région, depuis 7-8 ans, a engagé une politique avec les agriculteurs sur les méthaniseurs. Mais ça s'appelle aussi l'éolien, ça s'appelle aussi le photovoltaïque. On voit bien qu'aujourd'hui, si on veut garantir les prix pour les utilisateurs de l'énergie, du monde économique jusqu'aux particuliers, il faut qu'on puisse verrouiller les prix et ne pas être dépendant de la dernière molécule de gaz que l'on fait venir d'on ne sait où. Le contexte géopolitique est dramatique. Stupidité et incohérence de Donald Trump. Guerre, les détroits qui sont fermés. On ne parle que du détroit d'Ormuz, mais quand vous analysez la carte du monde, il y a beaucoup d'autres détroits qui peuvent bloquer l'ensemble des transports maritimes. Donc il y a un défi aussi sur le multilatéralisme, sur le respect des règles, que de moins en moins de personnes respectent, notamment certains dirigeants. Et puis nous, au niveau de l'Europe et pour la France, il faut qu'on s'autonomise, qu'on innove. Il y a l'hydrogène, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure, les méthaniseurs. Et je crois qu'on est une des régions les plus en avance sur la méthanisation. On va le voir justement avec vous, Florence Mouret. Le gaz vert, on en parle, cette volonté d'atteindre cette souveraineté énergétique. Il y a des enjeux aujourd'hui, il faut y répondre. Quelles sont les différentes techniques? Dites-nous un peu ce que c'est ce gaz vert. Alors le président a raison pour améliorer notre souveraineté énergétique, mais aussi pour se décarboner, assurer la transition énergétique. Ce qui compte, c'est le mix énergétique, donc la complémentarité des énergies. Et parmi ces énergies renouvelables, il y a le gaz vert. Le gaz vert, c'est une énergie qui est produite à partir de nos déchets, principalement les résidus agricoles. Et on est en Nouvelle-Aquitaine sur, je dirais, l'Eldorado du gaz vert, puisque c'est une région fortement agricole qui donc a un potentiel très très fort pour produire des gaz verts. Et donc la dynamique est extrêmement forte dans la région. On est aujourd'hui à 8% déjà de gaz vert injecté dans les réseaux. Et Monsieur le Président le rappellera certainement, mais la région est très volontariste. C'est 100% de gaz vert à 2050 avec des étapes importantes. 2030, 30% de gaz vert. Et je peux déjà vous dire qu'avec tous les projets que je vois dans le tuyau qui attendent pour émerger, on sera en 2028 déjà à 20% de gaz vert. Donc c'est important, c'est des chiffres essentiels, des données essentielles. Mais quelles sont les différentes technologies? Tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez parlé des méthaniseurs. Quelles sont les différentes technologies qui sont proposées? Vous pouvez nous décrire un peu tout ça en tant que spécialiste pour produire ce gaz vert. Bien évidemment. La première technologie, c'est la méthanisation agricole à partir des résidus agricoles. C'est 85% du gaz vert aujourd'hui injecté dans les réseaux. Il y a également nos biodéchets, nos déchets alimentaires qui peuvent être valorisés en méthanisation. Et puis on travaille à l'avenir sur d'autres technologies qui viendront la valoriser des déchets de bois, ou nos stations d'épuration qui génèrent des boues
qui pourront également être méthanisés dans ce qu'on appelle la gazéification hydrothermale. Donc, on a aujourd'hui une forte dynamique sur la méthanisation agricole, un complément avec nos biodéchets, et on prépare l'avenir avec d'autres résidus qui vont pouvoir être valorisés en gaz vert. On l'a entendu, les agriculteurs sont des acteurs essentiels au niveau de cette production de gaz vert. Bernard Lair, donc vous qui êtes président de la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, c'est important pour les agriculteurs d'être des acteurs de ces productions, de ces nouvelles productions? Mais c'est important, mais je dirais ça peut devenir vital. Mais rappelez quand même la fonction première du monde agricole qui est de produire notre alimentation. Et vous rappelez quand même 2 chiffres, c'est sur les 10 dernières années, l'impact du changement climatique. En France, nous avons perdu 6% de notre volume de production, et en Nouvelle-Aquitaine, sur la même période, 14%. Ça veut dire que la Nouvelle-Aquitaine est beaucoup plus impactée que le niveau national. Et ce que l'on dit, nous, en tant qu'agriculteurs, c'est qu'il ne peut pas y avoir de concurrence entre la production alimentaire et la production énergétique. Et on voit que ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est efficace. Quand vous saviez, nous avions en 2007 5 méthaniseurs en France. Je me rappelle quand même avoir un peu participé avec Michel Barnier au développement du plan de performance énergétique. Nous avons à ce jour 1700 méthaniseurs. En Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même 151 qui sont en fonctionnement et 110 qui sont en projet ou en cours de réalisation. Donc il y a une vraie dynamique. La Nouvelle-Aquitaine est vraiment un fer de lance sur la production de biogaz d'origine agricole, puisque sur tous ces méthaniseurs, 75% sont des méthaniseurs agricoles. Donc ça, c'est important. Et c'est aussi le partenariat que nous menons avec GRDF, avec le soutien de la région, sans qui ce serait compliqué aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que les investissements sont lourds. Et je me permets quand même de dire, je mets un petit pied de nez à l'État, mais on a un vrai problème aujourd'hui dans la gestion des politiques publiques, surtout dans la violence d'évolution des règles, notamment en matière de tarification réglementée. On a besoin de beaucoup plus de progressivité, de prise en compte de la lourdeur des investissements et de la faible rentabilité du sujet. Et ça, malheureusement, ce n'est pas pris en compte. Donc du jour au lendemain, vous avez des projets aujourd'hui de chefs d'entreprise qui sont volontaires et qui se retrouvent malheureusement obligés d'abandonner alors qu'on a de formidables possibilités. Donc les 110 projets qui sont en cours de réflexion et de réalisation, mais on va tout faire pour les faire aboutir et que ce soit avant tout un très bon complément de revenus pour les agriculteurs. Voilà, une complémentarité des activités. Monsieur Rousset, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, non, je rebondis totalement sur ce que Bernard Lair vient de dire. Ce qu'il faut de la part de l'État et de la part de l'Europe, c'est un cap sur la rémunération, puisqu'il y a un coût de rachat de l'énergie. Et si vous avez des variations de 0 à 100, vous arrêtez des investissements. Ce qui est valable pour les méthaniseurs est valable aussi pour l'électricité photovoltaïque ou l'électricité éolienne. Donc on a besoin de stabilité, d'autant que ce type d'énergie, dans son coût, est moins cher que d'autres types d'énergie, et notamment notre dépendance incroyable. Je crois que c'est 60 milliards d'euros de déficit sur le pétrole et le gaz aujourd'hui. Et il faut impérativement que les gouvernements prennent conscience, en retrouvant peut-être de la compétence, si je voulais être méchant, du cap et de l'avenir. Le deuxième point par rapport aux méthaniseurs, rajoutons que le digestat, ce qui reste une fois la production de gaz, est un engrais parfait qui nous déprise, si j'ose dire, de notre dépendance aux engrais azotés venus hors Europe. Donc là aussi, c'est quelque chose de positif. Le revenu est bien entendu essentiel. Vous savez, on a eu plusieurs phases. Moi, j'ai des souvenirs de tourisme à la ferme. J'ai des souvenirs de l'accueil. On a rénové énormément de bâtiments agricoles pour accueillir des touristes ou des personnes qui avaient envie de se reposer quelques jours. Il faut impérativement que le travail agricole, qu'il a toujours eu, ait aussi des compléments de revenus de ce type. Et c'est d'autant plus important. Moi, j'ai des souvenirs de familles où les enfants travaillaient aussi à l'usine
et permettait à l'exploitation, la petite exploitation, polyculture-élevage, de s'en sortir. Donc il y a ce raisonnement à avoir pour la suite de l'agriculture, mais c'est assez passionnant de s'occuper de ça, d'abord avec la filière agricole, avec les responsables gaziers, notamment GRDF, parce que ça, je ne sais pas, c'est gratifiant pour nous tous. Vous le parliez un peu dans votre intervention de transition aussi, finalement. Il y a un véritable cercle vertueux qui est mis en place grâce à cette production de gaz vert. Racontez-nous un peu ce cercle, Florence Mouret. On peut vraiment parler d'économie circulaire. On parle de souveraineté, on parle de décarbonation, mais aussi d'économie circulaire, dans la mesure où ce gaz produit localement à partir de nos résidus agricoles, il est ensuite injecté sur le réseau qui va alimenter nos bus qui roulent au bio-GNV. Il y a un fort engagement de la région en la matière. On chauffe et on cuit dans les maisons grâce au gaz. Aujourd'hui, la Nouvelle-Aquitaine, sa production de gaz vert, c'est l'équivalent de 3 fois la consommation en gaz d'une ville comme Pau. Donc c'est pas négligeable. Donc on rend au territoire et on verdit le réseau et l'usage. Et puis le digesta aussi, c'est un retour à la terre qui ensuite amende nos terres et qui nous permettent en boucle vertueuse d'améliorer l'ensemble des choses. Donc c'est effectivement extrêmement vertueux et tout à fait local. Oui, Bernard Lehr, je vous ai vu un peu sourire quand Pau a été... Non, c'est une bonne référence. Oui, on se demande pourquoi. Plus sérieusement, ce digesta, il est essentiel pour les agriculteurs. Alors, évidemment qu'il est essentiel, d'autant plus, comme l'a dit le président Rousset, vu l'explosion du coût des engrais azotés avec le contexte international géopolitique. Mais moi, j'aimerais peut-être remonter un petit peu sur l'amont avant la production du digesta. Allez-y. C'est que grâce à de nombreux paramètres, on a aujourd'hui, et ça je tiens à le rappeler, 90% de la sole de Nouvelle-Aquitaine, de la sole culturelle Nouvelle-Aquitaine, qui est couverte de cultures intermédiaires, qui est soit enfouie, soit pour une faible partie utilisée dans les méthaniseurs, et qui a un fort pouvoir méthanogène. Et ça, c'est important à rappeler parce que les effluents sont recyclés, mais les effluents d'élevage ont un faible pouvoir méthanogène. Et c'est grâce à ces cultures intermédiaires, d'abord qui font de la captation de carbone, ensuite qui drainent le sol, qui font de la captation d'éventuellement des éléments minéraux qui n'ont pas pu être assimilés par la plante de production. Et tout ça a des effets bénéfiques. Donc tout cela aboutit à produire un digesta qui aujourd'hui est une alternative, je le dis clairement. Donc entre la production d'énergie, le besoin de rémunération et l'alternative aux engrais, on s'oriente aujourd'hui vers ce qu'on a tous souhaité, c'est retrouver ce lien fort avec l'agronomie. Et donc ce cercle vertueux que doit être l'agriculture. Mais je le dis, c'est une marche lente et progressive. On souhaite qu'elle soit accélérée. Mais aujourd'hui, il ne faut pas ni accuser les agriculteurs, ni les contraindre par la force en leur retirant les moyens de production qu'ils ont, mais bien pousser, mettre des moyens sur l'innovation et la recherche et être en mesure de trouver ces alternatives. Et le digesta et la méthanisation en est un très bel exemple. Et je crois qu'il y a un objectif pour 2050, 100% de gaz vert. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Rousset? C'est réalisable? Écoutez, c'est un peu nous qui avons lancé cet objectif, vous le disiez, madame la directrice. Je veux insister sur ce que Bernard Lehr vient de dire. Moi, j'ai toujours marché à la conviction. On est dans une situation insupportable. Là où on est et où on parle, il y aura peut-être en fin d'après-midi ou en milieu d'après-midi 38 degrés. Et on est en mai. Donc le bouleversement climatique, ses causes et ses conséquences nous obligent. Il faut se fixer un cap. On ne va pas le faire en claquant des doigts. Il faut qu'il y ait de l'accompagnement. Accompagner ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux, parce que c'est un enjeu citoyen, européen, planétaire. Donc il faut qu'on aide. Ce que Bernard Lehr évoquait tout à l'heure, ces cultures intermédiaires, c'est aussi la couverture permanente du sol. Vous savez, pendant toute une partie de notre agriculture depuis les années 60,
une partie des sols étaient non couverts. Et on s'amuse avec Bernard Ley de regarder quel est le pourcentage de terres agricoles qui sont couvertes, qui est couvert par des végétaux l'hiver, dans des saisons où il n'y a pas de production. C'est une culture qui ne suppose pas d'engrais. C'est une culture qui tire l'azote du sol. C'est une culture qui régénère le sol et qui sert à la fois à régénérer l'agronomie et à apporter aussi aux méthaniseurs les besoins de matériaux et qui capte le carbone. Tu as raison. Donc voilà, on est en pleine transition agroécologique. C'est à bas bruit. C'est vrai qu'on pourrait souhaiter que ça aille plus vite, mais ça avance. Et c'est ce message qu'il faut faire porter en disant à bas bruit, l'agriculture, avec l'appui des pouvoirs régionaux, avance dans ce domaine-là. Et donc, ce qu'on disait, d'ici 2050, le 100% gaz vert, c'est réalisable. Oui, oui. Enfin, moi, je ne sais pas si je serai là pour le voir, mais... Vous en pensez quoi, vous, du 100% gaz vert, Florence Mouret? Vous pouvez m'appeler Flo, hein, si vous voulez. 2050, 100% de gaz vert, l'ensemble des opérateurs gaziers, quand on fait la somme et des projets qu'on voit et la dynamique qu'on imagine par rapport au gisement, c'est complètement possible. Il faut tenir compte du fait que, bien évidemment, avec nos efforts d'efficacité énergétique, la rénovation des bâtiments, la consommation de gaz, elle va baisser. Et donc, la part de gaz vert, immanquablement, elle pourra atteindre ces 100% en mobilisant la méthanisation agricole, mais aussi ces autres déchets que j'évoquais pour faire de la pyrogazéification ou de la gazéification hydrothermale. C'est à notre portée, mais il faut que le cadre soit visible. Il nous faut des mécanismes de soutien et d'accompagnement de la filière qui soient clairs. En tout cas, dans sa PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, le gouvernement a réaffirmé à 2030 qu'on allait passer à 44 TWh de gaz injecté. Donc l'ambition est là. Maintenant, ce qu'on attend, c'est l'affirmation de l'ambition sur les années qui suivent, avec des points de passage d'ici 2050. Je pense qu'on n'a jamais vu autant de projets enregistrés qu'au premier trimestre de cette année. 4 TWh sont rentrés dans le registre de capacité. La dynamique, elle est là. C'est l'énergie renouvelable qui s'est développée le plus vite sur les années précédentes. Vite, ça ne veut pas dire mal, puisqu'aujourd'hui, vous le dites, Monsieur le Président, c'est à bas bruit. Donc ça veut dire que ça avance dans des bonnes conditions. Justement, j'allais vous demander, ces projets, on a quelques chiffres sur ces projets, vous avez des chiffres concrets, ça se développe, mais si on vulgarise un peu les 4 TWh. Non, en Nouvelle-Aquitaine, vu qu'on est locomotive, vous disiez. En Nouvelle-Aquitaine, comme je vous le disais, il y a même un petit peu plus de projets que vous citiez. Moi, j'en ai 160 en visibilité. Et donc, on sait d'ores et déjà qu'à 2028, on sera aux 20% de gaz vert dans le réseau, avec ces projets qui sont aujourd'hui en train de démarrer la construction en vue d'injecter en 2028. Donc c'est encourageant. Et donc la Nouvelle-Aquitaine, par rapport aux autres régions voisines, on est plutôt locomotive? Locomotive, d'ailleurs on pourra parler de gaz vert dans les trains peut-être, mais certainement, comme je le disais, un Eldorado pour les gaz verts, que ce soit aujourd'hui la méthanisation agricole, mais demain aussi ces nouveaux gaz que j'évoquais, une région qui sera donc fortement contributrice à la maille de la France. Et alors pour votre information, on a une entreprise de Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Capingélec, qui vient de mettre au point un pyrogazéificateur de telle sorte qu'on puisse aller au-delà de la transformation des déchets agricoles. Et donc on avance. La science avance aussi. Exactement, on est dans l'avancée. Justement, j'allais dire, existe-t-il d'autres solutions pour cette transition énergétique, cette souveraineté énergétique? Est-ce qu'on en a d'autres solutions? Parce qu'on a beaucoup parlé de gaz vert, mais j'ai l'impression que c'est la plus locomotive, justement. On a la géothermie. Nous, on est en train, à la région, de basculer le chauffage et le rafraîchissement des lycées ou des universités avec la géothermie. On a la chance, avec le Grand Est et la région parisienne,
d'être une des régions géothermiques. On a une des plus belles entreprises sur la géothermie, c'est-à-dire le matériel, parce qu'on a des difficultés sur les foreurs, on a des difficultés sur l'ensemble du système, mais on a une entreprise à Pau qui est une des spécialistes français de la géothermie. Donc je parlais de l'éolien, je parlais de notamment l'éolien en mer, je parlais du photovoltaïque. Aujourd'hui, quand on refait un bâtiment d'élevage, mais Bernard Lair pourra mieux en parler que moi, on le fait avec une couverture permettant une autonomie énergétique, une couverture photovoltaïque permettant panneau, oui. une autonomie énergétique de l'agriculteur. Donc il y a un phénomène, vous parliez d'économie circulaire, c'est tout à fait ça. Voilà, il faut que l'on continue, qu'on accompagne, et surtout par rapport aux méthaniseurs et par rapport à cette réorientation, qu'on a une politique agricole commune qui comprenne bien les enjeux de l'agriculture aujourd'hui, qui sont à la fois des enjeux d'alimentation, des enjeux sanitaires, des enjeux d'innovation et des enjeux énergétiques. C'est essentiel, effectivement. Vous vouliez rajouter quelque chose sur les nouvelles énergies Vous vouliez rebondir dessus, Bernard Lair? Alors moi, je ne suis pas comme Florence Mouret ou comme Alain Rousset, un spécialiste de toutes les énergies, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a eu des opportunités. Le président a raison quand il dit on a eu, voilà, il y a eu quand même un bel élan de vouloir coupler la création de bâtiments en élevage, la création de bâtiments en agriculture avec la production photovoltaïque. Je redis ce que j'ai dit en début d'interview. Je regrette encore une fois de plus la violence de cette politique publique qui aujourd'hui amène tout projet digne de ce nom sur un appel d'offres qui malheureusement fait capoter les projets à taille humaine qui sont nécessaires. Et j'en sais quelque chose. Voilà, moi j'ai un fils qui a envie de reprendre, qui avait comme objectif peut-être de développer tout ce qui est arboricole. Quand on est aux portes d'un marché de 160 000 habitants, on peut se dire peut-être qu'il y a une part de son chiffre d'affaires qui peut être réalisé en vente directe ou avec d'autres producteurs, de créer un magasin de producteurs. C'est certainement une réflexion et ça peut capoter avec parfois une décision de politique publique qui n'est pas adaptée. Donc ça, c'est un élément voilà, que je tenais à apporter également. Très bien. Vous vouliez rajouter peut-être quelque chose aussi, Florence Mouret? Le secret, c'est le mix énergétique et la complémentarité des énergies. Je crois que c'est complètement vain d'opposer les énergies. Il faut les articuler en fonction du potentiel des territoires. Et quand on sait qu'il y a une maison individuelle sur 2 qui est chauffée au gaz, enfin 1 sur 3, excusez-moi, et un logement collectif sur 2 qui est chauffé au gaz, je crois qu'il serait un peu risqué de se passer de la solution du gaz. En tout cas, l'enjeu, c'est de le verdir et non pas de le chasser. Super, le message est passé. Merci beaucoup à vous trois d'être venus sur le plateau du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Et c'est une émission à retrouver sur notre page YouTube. Merci.